Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver ce dimanche pour un tout nouveau numéro de NCI Reportage. L'interruption volontaire de grossesse est interdite en Côte d'Ivoire et pourtant, chaque année, on estime à plus de 300 000 le nombre d'avortements qui sont pratiqués, des avortements clandestins, parfois non sécurisés, qui comptent pour 18% du taux de mortalité maternelle et qui remettent à l'ordre du jour la question de la légalisation. Et pendant les vacances, le ballon rond devient le roi dans les quartiers. Maracana, petit poteau, le football se décline sous toutes les formes. Chaque commune a ses tournois où le public et l'ambiance sont au rendez-vous. Nos équipes ont suivi ce phénomène du foot folie pour vous. NCI Reportage, ça commence maintenant. Bonsoir Mélina. Bonsoir Pierre. Alors, ce soir, NCI Reportage s'intéresse à un sujet tabou en Côte d'Ivoire qui est celui de l'avortement. Mais avant de commencer, nous tenons à rappeler que ce sujet a été traité avec professionnalisme, sans passion, sans parti pris. Il ne s'agit pas de faire l'apologie ou non de l'avortement, mais de se placer en face de faits et de chiffres qui, eux, sont bien réels. Et oui Pierre, si l'avortement est interdit, sauf en cas de viol ou d'inceste, il reste très pratiqué en Côte d'Ivoire. On compte plus de 300 000 interventions par an. Des interventions qui se font de façon clandestine, dans des cliniques, chez des tradis patriciens ou encore avec des médicaments en vente libre et qui sont à l'origine de nombreuses complications pour la femme. Des pratiques qui représentent 18% des causes de mortalité maternelle, Pierre. Et oui, chaque année, au moins 6 millions de femmes en Afrique ont recours à des interventions qui mettent leur santé à risque, des chiffres qui en font un véritable problème de santé publique qui peine encore à trouver des solutions. Dans cette enquête de Patrick Brédé, Doria Gloire et Roméo Tapé, témoignages, immersion en caméra cachée dans des cliniques qui pratiquent l'avortement, position des pouvoirs publics sur un fond de combat pour sauver des vies. Reportage. En Côte d'Ivoire, chaque année, on estime à 300 000 le nombre de femmes qui ont recours à l'avortement. Et pourtant, la pratique est interdite dans le pays, sauf en cas d'inceste, de viol ou de danger pour la vie de la mère. Celles qui y ont recours sont donc contraintes de le faire dans la clandestinité, au risque de leur vie. 20% des femmes enceintes qui meurent en Côte d'Ivoire décèdent à la suite de ces pratiques mal exécutées et souvent barbares. Et celles qui survivent portent parfois à vie des séquelles. Celle que nous appellerons Sandrine fait partie de ces survivantes. Elle a accepté de nous raconter son histoire. Une histoire qui commence alors qu'elle n'a que 14 ans. J'avais 14 ans, j'étais en 4e à l'intérieur du pays et j'étais chez un tuteur avec une autre personne. Nous ne sommes pas de la même famille, ni l'autre, ni le tuteur. Et le tuteur était jeune, sa fiancée était à Abidjan. Donc lui, il nous donnait tout. On dormait chez lui, on mangeait chez lui, on préparait aussi tout et tout. Et puis, à un moment, il a demandé à ce que je sois sa copine. Alors que l'autre était déjà sa copine. Puisque il n'était pas encore marié, il était dans la ville, il travaillait. Et puis, l'autre était sa copine déjà. Après, il a demandé que moi aussi je sois sa copine, qu'il va me donner beaucoup de choses. Bon, moi, j'étais en 4e, je vais faire comment? Les parents n'ont pas les moyens, les parents n'ont pas d'argent. Bon, lui-même, là, c'est un coup de chance que je l'ai eu comme tuteur, puisqu'il n'y a pas internat. Donc, après, il m'a demandé à ce que je sorte avec lui. Donc, bon, je suis sortie avec lui. Mais moi, je ne savais pas que, bon, on ne se protégeait pas. Et puis, bon, il y a eu la grossesse. Quand je suis tombée enceinte, j'ai vu ma voisine. J'ai dit ça à ma voisine de classe. Elle aussi, elle était enceinte. Mais elle avait déjà fait plusieurs fois avortement. Moi, c'était la première fois. Je ne pouvais pas dire à mes parents aussi parce que dans ma famille, là, les gens ne sont pas arrivés loin à l'école. C'est moi qui suis arrivée en 4e. C'est sûrement tout le monde compte. Donc, je n'ai pas dit à ma maman, je n'ai pas dit à mon papa. C'est avec ma voisine
que j'ai parlé de ça. Donc, il y a une grande sœur dans le quartier. C'est elle qui sait, elle écrase des choses. Il y a feu. En tout cas, je ne sais pas ce qu'elle a. Dans le quartier à l'intérieur du pays. Dans le quartier à l'intérieur du pays. C'est une grande sœur, tout le monde, vraiment. C'est notre grande sœur, notre bonne grande sœur. Elle nous envoie, elle nous donne des petits jetons quelquefois. On va faire ses courses quelquefois, tout et tout. En tout cas, c'est une grande sœur qui est gentille. Donc, quand on a parlé de ça à la grande sœur a écrasé ce qu'elle écrase là. Elle a acheté des feuilles, je ne sais pas ce qu'elle a mis. Moi, je me suis purgée. Mais très vite, la santé de Sandrine va se dégrader. Moi, quand je me suis purgée là, premier jour, bon, elle a dit que c'est sur 3 jours. Premier jour, je n'ai rien eu. Maintenant, le deuxième jour, quand je me suis purgée là, là, ça n'allait pas. Mon ventre m'a fait mal, j'ai commencé à saigner. Moi, j'ai saigné pendant longtemps. La voisine aussi, comme elle aussi, elle voulait enlever sa grossesse. Et puis elle a pris la même chose là. Elle allait bien. Et puis après, moi, quand on allait à l'hôpital, on m'a demandé ce que j'avais. Moi, j'ai dit la vérité. Parce que nous, on a une camarade là. Elle aussi, dans la classe, en tout cas, beaucoup de filles tombent enceintes. Il y a une là, elle est morte. Quand on lui a demandé, elle n'a pas dit la vérité. Elle est morte. Et puis la grande sœur, on a failli la mettre en prison. Et puis on ne sait pas comment ça s'est passé. Elle n'est plus partie en prison. Maintenant, comme j'ai vu que dans la classe, il y a une qui est morte là. Et puis moi, ma voisine, elle, bon, en tout cas, elle supporte. Donc moi, on a pu me sauver à l'hôpital là-bas. Un témoignage qui nous révèle ce que nous savons déjà. La plupart de celles qui ont recours aux avortements clandestins ne sont que de jeunes élèves. À sa sortie d'hôpital, la jeune fille est toujours enceinte. Une grossesse désormais impossible à cacher et dont l'auteur ne voudra pas. Quand le tuteur a su, il dit que pourquoi je suis allée prendre les médicaments là pour me purger. Comme c'était là encore, et puis il fallait faire passer. On dirait que ça faisait bientôt 4 mois comme ça. Et puis maintenant, il a vu son camarade. Il a vu son camarade qui a dit qu'il y a quelqu'un, il y a une clinique là, on fait ça là-bas. Donc le tuteur m'a donné 20 000 francs. Quand le tuteur m'a donné 20 000 francs, on est parti à la clinique là-bas. En tout cas, ça fait mal. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais on a gratté quelque chose là-bas dans mon ventre là-bas. En tout cas, ça fait mal. L'acte performé sur Sandrine est un curetage, une pratique qui consiste à introduire une sorte de petite cuillère métallique à bout tranchant dans l'utérus pour en gratter les parois et récupérer le contenu. Dans le cas des avortements, le fœtus. Impossible de savoir si l'intervention a été réalisée dans les meilleures conditions. Mais la honte, la peur d'être stigmatisée, vont empêcher la jeune fille de suivre le traitement qui lui avait été prescrit. Quand il a enlevé, puis il a donné des médicaments à aller acheter. Et vous avez acheté les médicaments, vous avez pris les médicaments? Bon, moi, quand je suis partie, parce que le tuteur dit lui ne peut pas aller à la pharmacie pour acheter des médicaments comme ça. Donc moi, quand je suis partie à la pharmacie, et puis c'est une maman, c'est elle qui a pris l'ordonnance, et puis elle a crié même. Ces médicaments-là même, là, c'est pourquoi. Non, moi, et puis comme on me connaissait là-bas, moi, je fuis, je suis partie à la maison. Donc moi, je n'ai plus pris les médicaments là. Je buvais paracétamol. Je n'ai plus pris les médicaments parce que si je vais à la pharmacie, on va savoir. Le tuteur aussi, il ne voulait pas aller là-bas. On n'a pas envoyé quelqu'un. Donc, quand je n'ai pas pris les médicaments, c'est paracétamol, je prenais tout et tout. Et puis maintenant, à un moment, mon ventre a commencé à me faire mal encore. Ça s'est ballonné même. Et puis là, on est parti maintenant au CHR. Là, on est parti au CHR. Et là-bas, j'ai dit la vérité. Parce que l'autre, elle était morte dans ma classe là. Donc, moi, j'ai dit la vérité. Et puis quand on a vu, je ne sais pas si c'est gynécologue ou bien je ne sais pas. En tout cas, le patron là, patron de... où il y a maternité. Il y a maternité ici. Et puis de l'autre côté là-bas, on soigne les femmes qui sont enceintes, tout ça. De l'autre côté là-bas. Là. Le patron, là, quand on a fait l'analyse, tout ça, là, il dit « Ah, c'est pas bon, qu'on doit m'opérer. » C'est après maintenant que j'ai su qu'on a enlevé mon utérus parce qu'on dit tout était gâté là-bas. Tout était pourri, tout était gâté là-bas. Sandrine ne pourra plus jamais avoir d'enfant. Aujourd'hui adulte, elle paie encore le prix de cette erreur de jeunesse. Mais là même, j'ai un problème. Je me suis mariée, je n'ai pas dit à mon mari. Depuis, je ne fais pas enfant. On a envoyé tous les médicaments du monde.
Et pourtant, vous savez que vous ne pouvez Moi, pas je faire savais, l'enfant. mais je ne pouvais pas lui dire. C'est quand un jour forcé, on est parti là. Et puis maintenant, le médecin m'a dit de lui dire la vérité. Quand je lui ai dit la vérité là, bon, il s'est fâché. Il dit pourquoi je ne lui ai pas dit avant. Bon, il entend de faire ses enfants avec d'autres femmes. Moi, je ne peux pas faire enfant. Mais je ne me sens pas bien. Parce que, Est-ce que vous regrettez? oui, je regrette. Je regrette. Mais sauf que je n'avais pas l'information. Je ne savais pas qu'on pouvait prendre des méthodes, des pilules ou bien des choses, ce qu'on met sur la main. Je ne savais pas. Si je savais ça, au moins, je n'allais pas tomber enceinte, mais je ne savais pas. Les avortements clandestins sont devenus en Côte d'Ivoire un véritable problème de santé publique. Un phénomène que tentent de comprendre plusieurs études engagées sur le sujet. L'une d'entre elles a été conduite par le Dr Bailly, sociologue à l'université Alassane Ouattara de Bouaké, pour l'organisation Médecins du Monde. Il y a une forte demande de services d'avortement clandestins. Et le profil de ces femmes, l'étude nous a permis de mettre en évidence le profil de ces femmes, qui sont en fait des femmes dans une situation d'une certaine vulnérabilité, on va dire. Il s'agit notamment des élèves qui sont économiquement dépendantes de leurs parents et ou de leur partenaire sexuel. Il s'agit également des femmes célibataires qui ne sont pas socialement autorisées à porter une grossesse. Et il s'agit aussi des plus jeunes qui ne sont peut-être pas physiquement ou médicalement, si, comme les médecins vous le diront, aptes à porter une grossesse. Donc c'est ce profil des femmes dans une certaine situation de vulnérabilité qui est en demande de services d'avortement. 65,96% des femmes ayant pratiqué un avortement ces 3 dernières années sont des élèves. 82% sont des célibataires, 63,83% ont effectué un avortement avant 20 ans et 38,64% des partenaires de ces femmes sont des élèves. Et pour ces femmes en demande, s'est développée une véritable offre de services. Nous avons voulu en savoir plus sur ces méthodes. Compte tenu de l'illégalité de la pratique, nous pensions qu'il nous serait difficile de trouver nos premières pistes. Et pourtant, sur Internet, c'est une véritable mine d'or qui s'offre à nous. Nous tombons très rapidement sur des pages Facebook, des pages qui font la promotion de services d'avortement et qui en vantent l'efficacité. Fort de cette première découverte, nous continuons sur notre lancée et obtenons l'adresse d'une clinique où l'on pratiquerait l'avortement. C'est en caméra cachée que l'une de nos journalistes s'y rend, prétextant vouloir mettre un terme à la grossesse de sa femme de ménage. Elle a au moins 3 mois, au moins. Minimum. D'accord. Comment on entend les choses aujourd'hui, là, c'est pour trouver là qui pose beaucoup de questions. Pas moi. La médecine chinoise et l'indigénat sont d'autres méthodes utilisées par les femmes en Côte d'Ivoire. Nous avons réussi à nous procurer certains de ces produits. La loi prévoit une peine pouvant aller de 6 mois à 3 ans de prison et une amende de 100 000 à 1 million de francs CFA pour toute personne qui a recours à un avortement ou qui offre ce service en dehors du cadre légal. Une loi contraignante et peu efficace qui est pourtant en irrégularité face à un protocole international que la Côte d'Ivoire a ratifié en 2003 et publié à son journal officiel, le protocole de Maputo. Un texte qui consacre l'accès à la santé sexuelle et reproductive pour les femmes. Direction l'Assemblée nationale. C'est ici que nous espérons obtenir des réponses sur la lenteur du calendrier législatif sur la question. Plusieurs députés que nous interrogeons ignorent même l'existence de ce protocole, mais hors de question de l'avouer face à la caméra. Mais nous obtenons quand même quelques réponses. Ce qui est important,
Je pense qu'au niveau des jeunes filles dans les écoles, il faut prendre vraiment des décisions draconiennes. Parce que ce fléau devient de plus en plus récurrent et cela empêche les jeunes filles de continuer leurs études en plus grande partie. Et cela vraiment nous touche parce que si les filles ne continuent pas les études, quelle serait leur place dans l'avenir? Puisque c'est la jeunesse qui va décider demain. C'est la jeunesse qui va prendre le contrôle des choses demain. Mais si les jeunes filles déjà sont écartées du fait des grossesses indésirées, je pense qu'il y a déjà problème à ce niveau-là. Et je pense que le ministère de l'Éducation nationale, de la femme, de la famille, de l'enfant sont en train de travailler dans ce sens. Ils ont pris déjà des décisions. Je pense que ce sera fait pour que les filles soient libérées. Parce que c'est des filles qui ne savent pas, elles sont très jeunes. Vous voyez, elles sont très jeunes et ne savent pas comment se comporter face à certaines situations. Dernière question, vous, quelle est votre approche de cette question aujourd'hui? Pensez-vous qu'on est véritablement dans un problème de santé publique quand on voit que les avortements clandestins sont en train de développer une économie parallèle et que autant de femmes perdent la vie ou sinon gardent des séquelles à vie? Mais bien sûr que c'est un problème. Je pense que nous devons prendre toutes les dispositions pour la protection de la femme. Et ça ne doit souffrir d'aucun débat. Donc, bien entendu, s'il y a un vide juridique, il faut que ce vide soit comblé rapidement. Vous en donnez la promesse? Ce que vous me dites, moi, en tout cas, je vais me pencher sur la question. C'est pas pensable qu'aujourd'hui, en 2022, on puisse laisser les femmes dans une telle précarité. C'est pas pensable. Mais en attendant que les lois bougent, peut-être un jour, les équipes médicales, en particulier les gynécologues et les sages-femmes, sont ceux qui doivent faire face aux conséquences parfois mortelles des avortements non sécurisés. Des formations comme celle-ci sont régulièrement organisées pour permettre un accompagnement optimal et sans jugement des femmes qui arrivent, parfois en situation de détresse. Au programme, une expérimentation sociale sur l'avortement. Traversez la ligne. Traversez la ligne. Si vous avez été élevé dans la conviction qu'on ne peut pas parler ouvertement de l'avortement. Toutes les personnes présentes traversent la ligne. Ce qui confirme que l'avortement et les questions sexuelles restent tabous dans les discussions de famille. Qui peut donner un exemple chez lui? Juste un exemple chez lui. Pourquoi quand on dit, si vous avez été élevé dans la conviction qu'on ne peut pas parler ouvertement de l'avortement, qui peut dire un peu chez lui comment ça se passe? Bon, chez nous en famille, on n'en parlait pas. Okay. Mais on a entendu à un moment donné parler d'avortement lorsque ma soeur aînée a utilisé des méthodes, des écorces et plein de choses pour provoquer un avortement qui s'est mal terminé par la suite. Okay. Parce qu'en son temps, on était à Bongouanou, le plateau technique n'était pas adéquat pour la prise en charge. Ça a zopé, on l'a envoyé jusqu'à ce que, finalement, elle n'ait plus la chance de concevoir, malheureusement. Et pourtant, à la seconde question, toutes les personnes qui participent à l'expérimentation ont bel et bien été confrontées à la pratique. Traverser la ligne, si quelqu'un dont vous êtes proche avait déjà eu recours à l'avortement. Moi, c'est le cas de ma tante. Voilà, dans la jeunesse, c'est ce qu'elle nous a dit en tout cas. Elle a pratiqué beaucoup d'avortements. Et quand elle s'est mariée, parce que suite à ces avortements-là, il y a eu des complications. Et quand elle s'est mariée, enfin, où elle voulait les enfants, elle n'arrivait plus à en avoir. Donc, elle nous a clairement dit, vous êtes encore à l'école, mais s'il y a une qui est enceinte, moi, je vous prends en charge, que personne ne tente un avortement par peur de la réaction des parents ou quelque chose comme ça. Moi, je pense que chaque femme est libre de décider de ce qu'elle fait de son corps. C'est son corps, c'est elle qui décide de garder la grossesse, c'est elle qui porte la grossesse. Si elle refuse de garder la grossesse, on ne peut pas l'obliger à garder la grossesse. Donc elle est libre de l'enlever, de faire passer, de subir un avortement avec son consentement. Nous regardons l'enfant aussi, voilà, qui a le droit aussi de vivre. Oui, oui. Voilà, donc nous ne pouvons pas écouter la vie de l'enfant au profit de la maman. Voilà, parce que l'enfant n'a pas de mon avenir. Donc, ce qu'on peut lui conseiller, en tout cas, si elle ne veut pas la grossesse, on va lui conseiller de vraiment prendre son mal en patience, d'accoucher. Et il y a des services qui pourront accepter l'enfant, récupérer l'enfant.
l'expérimentation va se poursuivre par un jeu de rôle pour mieux comprendre les positions des uns et des autres, afin de permettre aux équipes médicales de faire preuve d'empathie dans leur prise en charge. Un exercice qui a le mérite de bien faire comprendre la mission de la société savante. Donnez des conseils, prenez le temps de parler avec la patiente. Moi, je pense que c'est le meilleur traitement, ça. Informer, compatir, lui expliquer tout, la prendre comme votre fille, ma fille. Quelquefois, vous avez le même âge là, mais ce n'est pas grave, c'est ta fille. Et tu lui parles. Quand tu lui ouvres ton cœur, elle vient vers toi. La Sogossi espère faire évoluer les mentalités sur un terrain déjà plein d'embûches. On ne prêche pas dans le désert, on continue de demander des choses et petit à petit, ça vient. La lutte pour l'avortement sécurisé, ce n'est pas que j'ai gagné. Tu peux gagner demain, ça peut changer. Mais il faut qu'on avance, il faut que les idées évoluent pour que nous, notre objectif, c'est sauver des vies humaines. C'est vrai que l'autre, c'est une vie humaine, mais la problématique reste posée. Quand quelqu'un est déterminé, c'est ce qu'on a constaté, quand une femme est déterminée à aller à l'avortement, quel que soit ce que vous allez lui dire, elle va aller à l'avortement. J'ai fait une publication, je l'ai dit déjà, quand on va dans les journées scientifiques, où quelqu'un a fait un avortement, et là j'ai été choqué. Parce que quand la fille est venue aux urgences, c'est moi-même qui l'ai reçue aux urgences du CHU de Treichville. Je ne dis pas on dit, hein, je dis, j'ai les photos. L'intestin de la jeune fille a été attaché à son pied avec un fil. C'est sorti l'intestin, c'est-à-dire il allait faire, je ne sais pas ce qu'il a fait. L'intestin est sorti, il ne savait pas que c'était l'intestin, il a continué. Et à un moment, il a vu que c'était quelque chose d'anormal. Il a attaché ça au pied de la dame avec un fil et il nous l'a envoyé au CHU. Mais heureusement, cette fille, on a pu la sauver. On a réséqué l'intestin avec les chirurgiens digestifs. Il y avait une perforation, nous on a réparé du côté de l'utérus. Elle a été sauvée. Mais ce n'est pas tout le temps qu'on sauve. Selon l'enquête PMA 2020 sur l'avortement, 43% des femmes de 15 à 49 ans ont déclaré avoir eu recours à une interruption volontaire de grossesse. Mais face au tabou, aux pesanteurs culturelles et parfois à la religion, la route pour l'avortement sécurisé en Côte d'Ivoire est encore longue. En Afrique, seulement 6 pays ont réformé leurs lois pour autoriser l'interruption volontaire de grossesse. Et pour parler un peu plus en profondeur de ce sujet, nous recevons le professeur Guy Privat. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, je rappelle que vous êtes le vice-président de la Société de gynécologie et d'obstétrique de Côte d'Ivoire. Oui. Professeur, vous, en tant que médecin, après avoir vu ce reportage, quel est votre commentaire quand on observe ces chiffres? 300 000 avortements clandestins par an et 18% du taux de mortalité maternelle imputable à ces pratiques. Avant de répondre à votre question, je voulais d'abord dire merci à NCI de nous inviter, nous en tant que représentants de la Sogossi, c'est-à-dire la Société de gynécologie obstétrique de Côte d'Ivoire. Effectivement, comme vous le dites, malheureusement, les avortements restent une situation fréquente dans notre pays. Ces chiffres, nous les vivons au quotidien. Et donc, pour moi, c'est une bonne occasion d'en parler, puisque nous en parlons tout le temps entre nous dans des séminaires. Et nous voulons que les lignes bougent. Donc, vraiment, nous sommes très heureux d'être ici et parler de ça. Alors, vous en parlez, hein, vous dites que vous le vivez au quotidien, ces situations. Est-ce qu'elles vous affectent personnellement et dans votre vie de médecin? Oui, ça nous affecte. Ça fait que quelquefois, on change d'attitude. On reçoit des patientes à qui, par exemple, ça, c'est pas moi, c'est mon histoire. C'est l'histoire que chacun raconte, mais on retrouve la même histoire par praticien. Quelquefois, on est amené à avoir des patientes jeunes qui viennent mourir parce qu'elles n'ont pas bénéficié d'un avortement sécurisé. Et donc, à la fin, le médecin est abattu, il y a des staffs qu'on fait, et puis on sort de ces staffs-là découragés parce que les lignes ne bougent pas. Moi, personnellement, ça m'affecte. Et on l'a vu, hein, certaines cliniques légalement constituées pratiquent des avortements clandestins. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il y a aujourd'hui un business, un vrai business autour de l'avortement et de la détresse de toutes ces femmes? Bon, vous dites qu'il y a un business, mais chaque fois qu'il y a des lois qui prohibent certaines situations, il y a des business qui tournent autour. Donc, sûrement qu'il y a des business, parce que le désir d'avoir un avortement, c'est quelque chose de réel.
Si officiellement on ne peut pas le faire, on passe par des chemins détournés. Donc c'est possible qu'il y ait des business. Et on le constate, hein, donc malgré la pénalisation, ces chiffres, ils sont pourtant là, 300 000 avortements par an. Est-ce que cette interdiction n'incite pas un peu plus toujours à aller chercher des méthodes qui sont dangereuses? Vous venez d'en Oui, parler, bien sûr, parce que les interdictions, quand un médecin dit non, je ne veux pas faire l'avortement, sans comprendre autre chose, c'est vrai que la patiente qui est dans un état d'esprit va trouver d'autres moyens, parce que ce n'est pas parce qu'on a dit ne fais pas qu'elle ne va pas faire. Quand il y a la volonté de le faire, partira voir, vous avez parlé de tradipraticiens, de clandestins et tout ça, et ça crée des problèmes. Donc la loi, quelquefois, on se demande si la loi ne doit pas s'adapter aux situations réelles du pays. Est-ce qu'il y a cette idée reçue qui circule, qui dit que si on dépénalise l'avortement, les chiffres vont augmenter de façon exponentielle? Est-ce que c'est vrai ou alors c'est une idée reçue? Non, il y a des pays où l'avortement a été légalisé. Ça n'a pas permis d'augmenter le nombre d'avortements parce qu'il y a la planification familiale qu'on fait toujours, il y a les conseils qu'on donne à ceux qui viennent pour un avortement. Donc, il y a la planification familiale. Mais je peux vous rassurer que dans les pays où on a légalisé l'avortement, ça n'augmente pas le nombre. Mais ça réduit de façon considérable le nombre de décès liés aux avortements. Ce n'est pas un acte, je veux dire, anodin, il n'est pas léger. Les femmes qui se dirigent vers l'avortement n'y vont pas de... Oui, il y a des... Bon, chacune a ses idées, chacune a ses raisons. Bon, il y a des fois, elles changent d'avis, mais par contre, il y a d'autres qui ne changent pas d'avis, elles vont jusqu'au bout. Quand elles sont décidées, elles le font. Et c'est celles-là, quand elles sont décidées, elles le font. Et c'est celles-là, malheureusement, quand il n'y a pas quelque chose pour les aider, elles vont et elles reviennent quelquefois avec des complications. Si ce n'est pas la mort, c'est des complications ultérieures comme infertilité. Est-ce qu'aujourd'hui, par le biais de moyens de contraception, une grossesse non désirée peut être évitée à 100%? Alors, il y a des méthodes très efficaces. Presque à 100%, c'est possible, mais quelquefois, la patiente, tu prends une méthode contraceptive, elle ne le fait pas exprès, il peut y avoir des oublis, c'est humain. Et donc, dans l'oubli, on peut avoir des grossesses. Vous voyez, donc, c'est des situations, une femme qui ne voulait pas de grossesse, qui avait une méthode qui, parce qu'elle a oublié ou bien parce qu'elle prend un autre médicament qui baisse l'effet de la méthode contraceptive, peut avoir une grossesse et ça devient une grossesse non désirée. C'est possible, mais il y a des méthodes très efficaces quand c'est bien respecté. Mais qui ne sont pas du coup fiables à 100%. Ça dépend de la méthode. Voilà. Alors, et pour protéger donc, la femme, l'article 14 du protocole de Maputo met à la charge des États parties l'obligation de donner accès à l'avortement médicalisé aux femmes et aux filles enceintes à la suite d'un inceste, d'un viol ou de toute autre forme d'agression sexuelle ou lorsque la santé mentale ou physique de la femme ou de la fille enceinte est en danger ou encore lorsqu'il y a risque pour la vie de la femme ou du fœtus. La Côte d'Ivoire a ratifié ce protocole international et malgré sa publication au journal officiel, nous sommes toujours en retard dans son application. On va regarder un extrait d'une rencontre avec Jean-Louis Billon, le président de la Commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale, qui s'occupe des questions de santé et de population sur la question. Et vous réagirez ensuite à sa déclaration. Ok, merci. Je ne sais pas si entre 2012 et avant que moi je sois élu, ce projet de loi est passé. Ça, je ne suis pas au courant. Par contre, si jamais ça n'a pas été fait avec ma commission, le problème sera soulevé afin qu'on soit en conformité avec les dispositions internationales du traité que nous avons signé. Je veux même vous donner une information. Il n'y a pas longtemps, les députés ivoiriens étaient attendus au Kenya, à Nairobi, où ils ont brillé de leur absence. Tous les autres pays étaient là, parce que ça donnait l'impression que la Côte d'Ivoire n'a pas envie tellement de ratifier cette disposition, ou sinon de prendre cette loi. Si on n'est pas conforme, ça ne sert à rien d'aller se mettre dans une réunion. Mettons-nous en conformité d'abord, et puis à ce moment-là, on peut dire que nous sommes en conformité. On aura dernière question. Vous, quelle est votre approche de cette question aujourd'hui? Pensez-vous qu'on est véritablement dans un problème de santé publique quand on voit que les avortements clandestins sont en train de développer une économie parallèle et que autant de femmes perdent la vie ou sinon gardent des séquelles à vie? Mais bien sûr que c'est un problème. Je pense que nous devons prendre toutes les dispositions pour la protection de la femme.
Et ça, ça ne doit souffrir d'aucun débat. Donc, bien entendu, s'il y a un vide juridique, il faut que ce vide soit comblé rapidement. Vous en donnez la promesse? Ce que vous me dites, moi, en tout cas, je vais me pencher sur la question. C'est pas pensable aujourd'hui en 2022 on puisse laisser les femmes dans une telle précarité. C'est pas pensable. Un commentaire, professeur, au propos de Jean-Louis Billon qu'on vient d'entendre? Je pense que le député, c'est bien le député, oui, Jean-Louis Billon, il doit faire partie de notre société de gynécologie. Parce que c'est un bon avocat pour nous. C'est ce qu'on réclame depuis, que la loi de Maputo soit appliquée. 10 ans après, vous croyez toujours aux promesses? Oui. Ça avance. On a eu, il y a un décret, je pense, qui est sorti il n'y a pas très longtemps par rapport au viol. Donc 2019. Donc ça vient progressivement. Mais quand on a des députés comme ça, je pense qu'on peut rapidement aller vers eux et puis faire changer la loi ou bien s'asseoir et discuter réellement. Vraiment, je suis très content que les hommes de loi parlent de ça. Comme ça, franchement, je suis très content. Juste pour rappel, en Afrique, seulement 5 pays autorisent l'IVG. Le dernier est un pays voisin, c'est le Bénin. Vous confirmez aujourd'hui qu'il est temps que la Côte d'Ivoire, au vu des complications qu'engendre chez la femme l'avortement clandestin, qu'il faut dépénaliser cet acte en Côte d'Ivoire? Franchement, en tant que praticien sur le terrain, on a beaucoup de décès liés à ces avortements clandestins. Les lois qui sont appliquées depuis longtemps n'ont rien changé, ça n'a fait qu'aggraver. Donc, on doit s'asseoir un moment pour dire, mais il faut que la loi, je l'ai dit tout à l'heure, s'adapte aux réalités du pays. Une loi doit s'adapter. Et pour moi, si les autres pays ont pris cette décision de légaliser l'avortement, c'est parce qu'ils ont réfléchi, ils ont vu que ça sauvait des vies humaines. Et nous devons sauver des vies humaines. On doit être préventif, pas curatif. Il faut qu'on fasse quelque chose dans ce sens. Alors, on l'a rappelé, la question de l'avortement est une question taboue en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Il y a notamment le poids de la religion, des traditions, même si on était un État laïque. Aujourd'hui, sur quel point toutes ces opinions-là doivent se retrouver pour qu'on puisse avancer sur la question? Est-ce que c'est facile de trouver un terrain d'entente? Non, bien sûr, l'unanimité, c'est presque pas possible. Mais on doit tenir compte de sauver des vies. C'est vrai que le fœtus, c'est une vie, mais il faut qu'on prenne le juste milieu. Moi, je pense que nous sommes un pays laïque. On doit partir de ce fait-là pour trouver un consensus. Merci. Nous, en tant que médecins, pour nous, c'est sauver la vie de la mère. Et quand on dit, lorsque la vie de la mère est en danger, sur le plan psychologique, Maputo le dit, une femme, même si physiquement elle n'est pas malade, mais psychologiquement, quand elle a une grossesse qui est non désirée, elle est en danger. Et nous, médecins, nous avons le devoir de la protéger. Voilà, c'est cet état de fait mental qui n'est pas encore pris dans notre loi. Merci, professeur Guié-Privat. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la Société de gynécologie et d'obstétrique de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir accepté de parler avec nous de ce sujet ô combien important. Merci à NCI de porter devant la population ivoirienne un sujet très important que vous avez dit tabou. Continuez de parler et puis je pense que les règles vont changer. Merci. Merci beaucoup. Infiniment. Et pour la deuxième partie de notre soirée, Mélina, on va s'intéresser au football. Et oui, ce sera juste après une courte page de pub. À tout de suite. Le football est sans aucun doute le sport favori des Ivoiriens et le reportage que nous allons vous proposer dans quelques instants le confirme un peu plus. Cet amour du ballon rond s'étend à toutes les communes de la Côte d'Ivoire et particulièrement pendant les grandes vacances où des tournois de quartier sont organisés. Maracana, petit poteau, on décline le foot sous plusieurs formes pour le plaisir des spectateurs qui viennent toujours plus nombreux assister à ces compétitions. Pierre. Des compétitions qui, vous le verrez, se modernisent pour devenir de véritables shows à l'américaine. On y croise même la route de recruteurs à la recherche de la perle rare. Le foot en folie n'a jamais aussi bien porté son nom. Ce reportage vous est proposé par Patrick Brédé, Roméo Tapé et Armel Zozo. En Côte d'Ivoire, pendant les vacances, le ballon rond devient une religion. Des tournois sur toute l'étendue du territoire
sont organisés à la gloire du dieu foot. De Grand Lahou au stade Timothée de Yopougon, en passant par le stade Boutino Doumé, tout est dans la passion, dans la folie du ballon rond. Petit poteau, maracana, grand poteau, le foot se joue sous toutes ses déclinaisons. Au fil des années, ces tournois de vacances ont gagné en notoriété, au point d'être plus populaires que le championnat national. Cet après-midi à Yopougon-Niangon, c'est jour de match pour le tournoi Timothée. Les supporters de la police chinoise annoncent les couleurs de ce 8e de finale. La police est là! La police est là! Alors, ce soir, ça sera quoi ce soir? C'est la Chine qui remporte ce match de ce soir. 3-0! C'est la Chine qui remporte ce match de ce soir 3-0 parce que c'est la Chine qui gouverne toute la Côte d'Ivoire. Chaque après-midi, plus de 1000 spectateurs font le déplacement pour ces rencontres de petits poteaux. La discipline est très populaire. Tout le monde y joue depuis le bas âge. Le comité d'organisation du tournoi Timothée veille sur tous les détails pour le confort du public. Concernant les chaises là, avant on veut d'autres chaises, on va contempler parce qu'il y a beaucoup de personnes à rester. Ok, donc on va les faire. S'il vous plaît, un de trucs. Il y a besoin de moins de 2 personnes derrière les trucs. Ok, voilà, vous allez superviser parce qu'il y a des éléments aussi. Regardez là-bas, là, ils sont ça. Oui, une personne va filmer, une personne va filmer. Il y aura 2 personnes, une personne derrière le poteau, l'autre côté aussi. Mais on a combien de chaises? 800 même 1000 chaises. On a 700 chaises. 700 chaises. Papa, là, ça va aller quand même. On a combien? 750. Zibala est le responsable logistique du tournoi. Son rôle est de veiller à l'installation des chaises autour de l'aire de jeu. On les a vus dans les autres tournois et aujourd'hui aussi on a eu l'idée aussi de faire pareil en plaçant des chaises où les gens vont s'asseoir. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas s'arrêter pour regarder les matchs. Il y a d'autres qui préfèrent s'asseoir que s'arrêter. Donc on a eu l'idée de placer les chaises et aujourd'hui c'est ce qui nous a emmenés à les placer et nous faisons les places de devant à 2000 et les places de derrière à 1000 francs. Cette touche a fait du tournoi de Timothée l'un des plus populaires du moment et mis en lumière le quartier. C'est pour l'association des jeunes de Niangon qui a eu l'idée initiale d'organiser ce tournoi. Et nous sommes là pour égayer nos parents. Et aussi, on voit que pendant les vacances, on ne fait rien. Donc du coup aussi, c'est une motivation. Permettre à certaines personnes de faire des activités. À 30 minutes du match, le stade Timothée a fait le plein. Les retardataires s'installent sur les dalles des habitations à proximité. La police chinoise et sa star Diego Pourri croisent le fer avec Golden FC. Je dis que Diego Pourri a négligé parce que Diego Pourri c'est pas le nom de quelqu'un qui joue ballon. Tu es obligé de dire que non, il ne sait pas jouer. Maintenant à ta grande surprise, tu vois que le Diego Pourri lui-même il est pourri dans le football. C'est à cause du football quand il est pourri. Donc tu es étonné toi-même, c'est déjà trop tard. Dans l'arène, Diego Pourri n'est pas dans un grand jour. Celui qui soulève les foules, c'est le numéro 8 de Golden FC, le gros Messi. Un gabarit loin de la star argentine, mais une technique qui fait souffrir la défense adverse. Dans un sursaut d'orgueil, la police chinoise inscrit le seul but de la rencontre. Mais c'est le gros Messi qui est porté en triomphe. Quand tu connais ta force de frappe, tu n'as pas besoin de regarder la force de l'adversaire pour jouer. Merci. C'est l'encouragement qui est l'argent. C'est motivé à fond. Il y a d'autres encore. Mais c'est ça qui me motive. Ces tournois de vacances
bâtissent leur réputation grâce à ces clubs et ces jeunes très sollicités pour leur talent de footballeur. Sous le regard de leurs fans, l'une des équipes phares du tournoi de Timotel est en pleine concentration pour le match au sommet de la journée. Chaque jour, c'est comme ça. Chaque jour, c'est comme ça. Les joueurs viennent, les enfants autour, nous accompagnent au terrain, nous soutiennent. Donc le joueur lui-même là, il sait qu'il n'a pas droit à l'erreur, il sait qu'il doit se concentrer pour le match, pour faire plaisir aux enfants, parce que les premiers, comme ça, nos petits dieux, ce sont les enfants. Ces jeunes qui écument les terrains de petits poteaux pendant les vacances se sont fait une réputation. Certains ont même été recrutés après les phases de poule. Comme on est passé en phase de poule, on a lancé les mercato. Donc ils nous ont impressionné le président. Donc le président est rentré en contact avec le président. Ils ont eu vraiment un accord. Voilà, il y a une somme qui a été versée pour qu'ils puissent venir jouer avec nous. Bon, c'est géré entre le président. Bon, peut-être un mercato, ça dépend de l'influence parce que lui, c'est un défenseur. Voilà, donc je pense bien que ça peut être à 100, 150 000. Le plus convoité, César, le meneur de jeu de la Cité du Port. Ouais, ça fait plaisir, ça fait plaisir d'être à la une, Pour nous, c'est comme un passe-temps, sont les vacances, comme vous l'avez dit. On n'a pas d'autre occupation. Donc, puisque le foot, c'est comme une passion pour nous. Quand on reçoit des appels, ça nous fait plaisir. Mais en même temps, on ne peut pas jouer tous les matchs. Donc, on choisit les matchs un peu plus importants pour venir relever des défis. Voilà, c'est un peu ça. Ce statut lui vaut une attention particulière au sein de l'équipe. Si tu n'es pas tout en contact avec lui, voilà, il a d'autres propositions d'un peu nous laisser en cours de route. Voilà, donc chaque jour que Dieu fait, on l'appelle, ça va, tu as mangé, tu as besoin de quelque chose. Voilà, pour que vraiment, parce que c'est un joueur, si tu n'es pas en contact avec lui, lui-même c'est le seul joueur qui est en contact avec le président. Le seul joueur qui est en contact avec le président directement. Ce président, c'est Malik, la trentaine révolue. Comme d'habitude, hein? Gaspard au début, on ne les fait pas les rouler là d'abord. Alors d'un match sérieux, 15 minutes qu'on intensité. Hein? Après on leur montre ce qu'on sait faire. Ce passionné de foot donne de son temps et surtout de son argent pour avoir cet effectif. J'adore les bons joueurs, j'ai été un bon joueur aussi. Voilà, donc j'aime les bons joueurs, j'aime le foot. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Ça n'a rien à voir avec l'argent parce que l'argent, on dépense plus que ce qu'on va avoir. En moins de 3 matchs déjà, on dépense plus que la récompense même du tournoi. Et là, vous êtes à combien déjà? Bon, j'ai 2 équipes. L'autre équipe joue demain. Bon, aujourd'hui, bon, mes joueurs, ils savent déjà, on va dépenser près de 300 000 pour un match seulement. Mes managers, mes coachs, mes petits supporters, tout le monde est ravitaillé après. Donc, c'est pas pour l'argent, c'est la passion. Cette passion en fait son principal allié pour ses futurs challenges. Après que je me suis rendu compte que je ne pouvais plus jouer au foot, j'ai réfléchi à être coach. Mais ensuite, je me suis rendu compte que je dois être celui-même qui encadre les joueurs et les coachs. Un président de club. Au stade Timotel, le temps que le premier match s'achève, la main courante s'active. Jaurès est chargé du recouvrement des tickets des places assises. La stratégie pour mettre l'eau à la bouche aux spectateurs fonctionne. C'est à l'air qui est bon. Là, ils vont s'asseoir, ils vont payer là. Ils vont payer mon nom. Non, mais pourquoi ça? Pourquoi ne pas le faire avant le match? Non, avant le match, ils ne vont pas s'asseoir. Puis le match n'a pas commencé. C'est pendant le match. Non, il n'y a pas quelqu'un qui a dit qu'il ne paye pas mon nom même. Sinon, il va se lever même. 500 000 francs CFA de recettes en moyenne par match, mais le comité d'organisation doit aussi faire face à des charges. Quand ils viennent, il y a d'autres qui négocient, puis bon, 2 places, 3 000. Il y a d'autres aussi qui sont seuls, ils payent 2 000, c'est comme ça. Non, c'est ça, on prend ça aussi pour payer les chaises,
On prend ça aussi pour payer les habits, les commentateurs, la sono, tout ça. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça, quoi. Là, on est en plein éliminatoire direct. Oui. Est-ce qu'on sent que vous gagnez, vous vendez plus de places actuellement? Oui, actuellement, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Et pour le public, ce n'est pas cher payé pour le spectacle. On se fait plaisir quand même. Vous n'allez pas au stade? Bon, si. Ici? Non, les matchs de Maracana sont encore plus intéressants. Il y a plus d'ambiance avec les dribbles et tout. C'est plus agréable, quoi. Ouais, je suis heureux. Ouais, ça fait plaisir. Non, il n'y a pas de problème. Même 5 000 même, il n'y a pas de problème. C'est un très bon tournoi et il y a la foule. Vous voyez, donc lorsqu'on joue, on sent, toi-même tu es dehors et puis tu sens que tu es sur le terrain. Vous voyez. Le tournoi de Timotel, c'est aussi l'occasion des bonnes affaires. Vendeurs de boissons, d'œufs, ont trouvé de quoi meubler leurs vacances. Non, je venais dans les marqués puis j'ai vu qu'ils sont là jouer ballon puis je suis venu vendre ici. Depuis tu vends? Oui, depuis je vends. Et ça marche? Oui, ça marche, ça sort. Tu vends combien de paquets ici? Je vends au moins 3, 4 plaquettes, ça sort. Ça sort. Dieu fait grâce, ça sort. Je ne garde pas le nom de Dieu, ça sort. Et tu aimes donc ce tournoi? Oui, j'aime ça bien. Et tu as le temps souvent de regarder le ballon? Oui. Quelle est ton équipe préférée? Souvent, je me tape même avec le ballon même. Fort. Tout quand je tombe même avec ça. Oui, il y en a 100, c'est ça. C'est sous l'hymne de la Ligue des Champions que les équipes entrent sur l'aire de jeu. Tout est fait pour replonger les spectateurs dans l'ambiance des compétitions les plus prestigieuses du football au monde. Dès l'entame, Zaha et ses coéquipiers prennent le match à leur compte. Une domination que tente de traduire en espagnol l'un des commentateurs. Ce jeune homme qui filme derrière ce but attire notre attention. Les organisateurs ne manquent pas d'imagination. Ils se sont inventés leur VAR, la vidéosurveillance façon petit poteau. Mon rôle, c'est de superviser les poteaux parce que depuis le début du tournoi, il y a certains malentendus lorsque la balle arrive au niveau des buts. Donc voilà pourquoi nous avons établi cette VAR. Lorsque le ballon arrive dans cette surface, je fais une photo, une vidéo du moins, où je garde dans le téléphone. Au cas contraire, lorsqu'il y a des histoires, on remet la vidéo pour mieux voir l'action au fait. Poussé par le public, la Cité du Port fait craquer l'équipe de Zadi Kessi. Friand de beaux gestes techniques, le public exulte à chaque prise de balle de Zaha. Le récital est parfait. Et le public, conquis. Excusez-moi, on a fait 12 minutes. 2 minutes de retard, excusez-moi pour ça. 2 minutes de retard. J'ai dit 10 minutes, mais on a fait 12 minutes avant de marquer. Excusez-moi pour le retard. Ça va? Le football champagne, voici ce qui fait le charme des tournois de vacances. C'est sur cette trajectoire que Jacques Diakale a lancé le Mondialito il y a 16 ans. Championnat réservé aux footballeurs de moins de 15 ans, le Mondialito est devenu une institution pour les centres de formation du pays. La longévité du Mondialito, c'est tout simplement grâce au public. Grâce au public d'abord, parce que le public réclame le Mondialito. Et vous savez, ça me donne l'envie d'aller chercher les moyens pour faire le Mondialito. Les enfants ont envie de jouer. Déjà en juin, ils mettent la pression. Brésil, on veut jouer le Mondialito, ça commence quand? Bon, quand c'est comme ça, et le public, les riverains, tout le monde demande. Ce mondial en miniature
offre au public des gestes de champion comme ce retourné acrobatique de Bemba, le virevoltant attaquant de Cessica. Peut-être que sorti pour récupérer... Pieds nus, ces gamins caressent le ballon et y font déjà rêver certains dans le public. Pascal Théo, le directeur de l'académie Mimosifcom, est un abonné du Mondialito. Jouer pieds nus sur un terrain comme ça, je dis chapeau, il faut être courageux. Les défenseurs qui taclent sur ce terrain, je suis vraiment impressionné. Je suis rentré jeudi des premières quarts de finale, j'étais ravi, j'ai vu une ambiance extraordinaire, donc on se doit de vivre des moments comme ça. Mais vous êtes un coach, au-delà de ce bonheur, derrière on a des idées franchement. On a des idées, mais on les garde pour nous, on se doit d'avoir les meilleurs le plus rapidement possible pour qu'ils adaptent vite leur niveau aux exigences de l'académie. Ces graines de futures stars délivrent à chaque match une leçon de football. Passe, dribble, gestes défensifs, contre-attaque. Les amoureux du football total sont servis. On a pris l'initiative qui vient à peine d'entrer. On a la possibilité de la frapper. Ça va Aujourd'hui, l'équipe de Cessica dispute la demi-finale contre Shigata. À 14 ans, Bamba rêve d'une finale au Mondialito pour s'ouvrir les portes d'une carrière professionnelle, comme l'ont fait avant lui Franck Caissier, le sociétaire de Barcelone, ou Diakité Oumar, récemment appelé en équipe nationale. Déjà meilleur buteur du tournoi, la pépite du Cessica sait tout faire avec son pied gauche. Le Choco Choco national, comme l'appellent ses fans, inscrit le but de la victoire de son club. Enfants, jeunes, vieux, tous sont sous le charme du numéro 10 de Cessica. Il est trop bon. Qui ça, quel numéro? C'est tout le numéro 10, le capitaine de Cessica. Le Choco Choco national, il est trop bon. Le Choco Choco national. C'est un génie. Vraiment, depuis qu'on crée le Mondialito, je suis parti de Cessica. C'est la finale, mais je viens de regarder. Donc, les autres équipes, il me reste de dire que sont pas stars. On va faire un reportage. Vive Cessica. Amené dans ce magasin pour le protéger de la foule en liesse, Bemba nous accorde sa première interview télé. Ses premiers moments de gloire à 15 ans. Ça fait du bien d'être encouragé et même sollicité par les gens que je ne connais pas. Le mondial c'est un passage obligé parce que ici il y a tout l'esprit de compétition et presque toutes les bonnes choses ici. Tu es vraiment contente, ce petit-là. Quand il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Il a mis BAM! Non! J'ai crié Wouah! Que Dieu te bénisse. Dieu nous capte dans une longue vie. Tout ce que ton père désire. Si le ballon rond déchaîne les passions, il révèle aussi le génie de certains organisateurs de tournois. Plusieurs fois annoncé puis reporté, c'est finalement à Adjamé, au centre sportif et culturel ivoiro-coréen, que la Cam Tchin a posé ses valises. Sortir le petit poteau des terrains sablonneux pour en faire de gigantesques rassemblements sportifs en salle, c'est le pari fou de Jonathan Morrison. Mais comment tu l'as reconnu? Qu'est-ce que tu peux pas gaucher? C'est qu'il a monté la dernière fois. Son concept, c'est la Cam Tchin. Le principe est de réunir les jeunes de différentes localités du pays à travers un tournoi. L'idée, on veut atteindre la classe mondiale. Et c'est pour ça qu'on met tout en œuvre pour ça. Voilà. C'est vraiment du professionnel pour eux.
On a rêvé, hein, on a rêvé. Beaucoup ne croyaient pas. Et donner des maillots à chaque équipe, réunir les gens dans une salle. Exactement. Personne ne s'y attendait. Pas du tout. Petit poteau, c'est normal, c'est normal. Pas du tout. C'est normal pour nous parce que la jeunesse de Côte d'Ivoire est prête à faire l'incroyable. Est-ce que là, on sent les empreintes de celui qui a fait une formation en marketing? Est-ce qu'on est allé chercher dans ça? Non, 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 pas du tout. Charge-vue, pilote, charge-vue, bas. On les échauffer. Pour la réussite de son tournoi, il n'a pas lésiné sur les moyens. Maillot offert aux équipes, vestiaire, la CAN Tchin-Tchin sonne la révolution. C'est la passion d'abord. Et puis on avait pour but d'abord d'encourager le jeune Morrison pour son initiative. Nous les vrais amoureux du football, on l'a suivi. On l'a suivi parce qu'on aime la chose. Voilà, hormis le trophée, le montant qu'on doit avoir, on aime la chose d'abord. Là, je pense que c'est parce que comment il va remporter cette coupe, la première édition. 3 jours dans la semaine, le centre est pris d'assaut par les nombreux curieux et soutien du Tchin-Tchin. Une adhésion populaire qui frise par moments l'hystérie collective, malgré l'achat d'un ticket à l'entrée. Les battre devant Bassam vont pas tomber aujourd'hui. Aujourd'hui, Bassam gagne. Aujourd'hui, on va faire comment il rentre à la maison, malgré la délégation du député maire, il rentre à la maison aujourd'hui. Bassam va faire les choses. Le président Morrison, c'est quelqu'un de visionnaire. Voilà. Au début, personne n'a cru. Mais nous, qui le suivons avant, on l'a cru. Aujourd'hui, il a donné une leçon d'organisation de tournois en Côte d'Ivoire. Toute délégation de Koumassi. Koumassi campé. Oh, c'est pas beau. Koumassi campement. Koumassi Soyefia. Koumassi Soyeto. Digo. Tout ça là, on est calé. Grand moi, on n'en parle pas. Koumassi Bassam, on n'a pas de natation. C'est là-bas, il y a mer. Nous, on sait jouer ballon. C'est ballon. On est venu voir pour croire. Parce qu'avant, vous doutiez. Abidjan, j'en crois à rien, au vieux. Comment est-ce que tu crois que tu nous vois? Mais filmez-nous aussi. C'est un tournoi de vacances. Voilà, ouais. Chaque année en Côte d'Ivoire, c'est comme ça. Bon, c'est la première fois. Il y a autant de bons points pour moi. Ouais. Et là, vous avez vu? On n'a pas encore vu, on est dehors, vieux. Toi, mais t'es dehors, nous. En jouant, on les voit, on te dit. Des supporters conditionnés à soutenir leur club avec ferveur et passion, des pom-pom girls, des fumigènes, l'hymne national. Le petit poteau prend des allures de show à l'américaine. C'est l'idée du professionnalisme, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà, on veut rendre le petit poteau un sport de classe mondiale. Voilà. Et c'est pour ça qu'on se bat. Et moi-même, je suis là parce que je veux m'assurer que tout se passe comme prévu. Parce que c'est vraiment un travail très délicat et très précis que je suis en train de faire là. C'est difficile pour moi de confier à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, on peut estimer aujourd'hui, nous sommes jusqu'à combien d'investissements? Oh non, je préfère taire les noms, je préfère taire les chiffres. Voilà. Non, pas du tout, pas du tout. Je vais éviter ça. Parce que la dernière fois que je l'ai fait, c'est devenu autre chose. Donc là, j'ai appris de ma leçon, je vais éviter ça. Et là, les marionnettes, les majorettes. Ouais. Elles vont faire une prestation tout à l'heure. Voilà. Et puis le match va commencer. Les pom-pom girls. Yes, exactement. La rivalité entre les communes rythme le Tchin-Tchin. Cet après-midi, Koumassi affronte Bassam. Un choc qui a obligé le député de Koumassi à se déplacer. Ça m'inspire la maturité de la jeunesse ivoirienne. Les jeunes sont désormais mûrs à travers ces genres de compétitions qui donc stimulent la non-violence. Mais je pense que cela augure d'un lendemain meilleur pour la jeunesse de Côte d'Ivoire. L'équipe de Koumassi domine la rencontre pour le bonheur de ses supporters. En famille, entre amis, chacun vit son Tchin-Tchin. Bon, l'ambiance du match, le match. Bon, les joueurs jouent bien. Ce sont les vacances, donc on essaie de venir se distraire un peu. Mon petit frère.
La réussite de la première édition du Tchin-Tchin est une déclaration d'amour à Jonathan Morrison pour sa persévérance. C'est une manière pour moi de donner une leçon. Il y a plusieurs manières. Tu peux écrire un livre, tu peux réaliser un film et tout ça. Et moi, c'est ma vie. L'exemple de ma vie, c'est une leçon. Donc j'espère que les jeunes arrivent à comprendre cette leçon-là. C'est mon souhait. Merci beaucoup. Les 1500 places du centre culturel ivoiro-coréen devenues insuffisantes, c'est la salle du Palais des Sports de Treichville qui accueillera la suite de la compétition. Ce que j'ai toujours appelé les bourgeois germinatifs de notre football. C'est là la bonne pépinière, c'est là la bonne graine. Et on gagnerait à soutenir cette action qui prépare déjà mentalement, physiquement, techniquement nos gamins pour affronter les hautes compétitions plus tard. Oui, on regarde, on cherche une base. On regarde et on voit ensemble. Ah oui, en Côte d'Ivoire, on a un pays béni. C'est le de football, on a des vacances. Est-ce qu'il faudrait davantage de savoir, c'est que nous avons un pays béni. On a du talent. Il faut le savoir, il faut les encadrer. Il faut les encadrer, soient formés. Dans un sursaut d'orgueil, Bemba tente tout, mais ne marque pas. À l'épreuve des tirs au but, il va même rater son pénalty. Cessica finira par remporter la longue série de tirs au but et la 16e édition du Mondialito. Bemba termine tout de même meilleur buteur, meilleur joueur et ballon d'or du Mondialito. Aux dernières nouvelles, la SEC Mimosa serait déjà sur les pas du jeune champion. Ces vacances ont tracé les sillons d'une carrière pour des jeunes footballeurs. Pour les organisateurs, il faudra pour les prochaines vacances trouver des concepts plus novateurs et entretenir la flamme de ces amoureux du ballon rond. Alors Mélina, il paraît que dans un futur, dans un passé très éloigné, on pouvait vous voir sur des terrains de foot en train de jouer. Oui, et je vois pas pourquoi est-ce que tu rigoles. Déjà, je suis une passionnée de foot. J'adore le foot déjà pour commencer. Et quand j'étais petite, figure-toi que je jouais énormément avec mes frères, dans le quartier aussi. Et je crois que j'étais attaquante à l'époque. Et franchement, j'adorais ça. Mais moi, je massais les joueurs. J'adorais ça, masser. Je crois que c'est quand tu te tamponnes là sur le terrain. C'était ce que j'adorais faire. Voilà. D'accord, très bien. Écoute, on va continuer à parler de foot et on reçoit Patrick qui nous a proposé ce reportage du Foot Folie. Bonsoir Patrick. Bonsoir Pierre. Merci d'être avec nous. Patrick Brédé, auteur de ce reportage. Vous avez été au cœur de ces tournois de quartier autour duquel il y a un véritable engouement, ce que vous appelez même le foot en folie. Ben oui. Mélina, j'aimerais bien vous voir sur un terrain. On paierait tous pour voir ça. On peut organiser ça comme vous voulez. Vous allez voir. Le tournoi NCI reportage. Oui. On se lance ce défi. Mais déjà, vous savez, la folie du foot, il faut que vous ayez des spectateurs passionnés, des artistes et puis beaucoup d'ambiance. Tout de suite, vous tombez dans ce qu'on appelle le phénomène du foot folie. Pendant les vacances, vous allez à Yopougon, à Bobo, à Treichville, à Marcory. Il y a toujours un terrain où les après-midi, à partir de 16h, tout le monde se réunit. On a assisté à 3 tournois. Le championnat de Timotel, c'est pratiquement les après-midi, plus de 1000 personnes. Vous voyez sur les images, une ambiance. Et pourtant, on est à l'espace, on est à l'air libre. On est à l'air libre, mais déjà à partir de 13h, les alentours de cet espace est bondé de monde. Vous voyez, on met des barbelés, tout le monde attend. On attend et les joueurs, on attend le spectacle. Et pour ce tournoi même, les chaises, chaque année, c'est comme ça maintenant, les chaises sont vendues aux spectateurs. 1000 francs, 2000 francs.
en plein air. Mais justement, on a toujours connu ces tournois de foot dans les quartiers. C'est pas nouveau, mais aujourd'hui, il semble y avoir une véritable dimension économique. Hein. C'est ce que vous dites. On vend des places. Est-ce qu'il s'ajoute un véritable potentiel à cette activité de quartier? C'est ce qui est intéressant. Avant, c'était juste pour le plaisir qu'on organisait ces tournois-là. Mais aujourd'hui, quand vous avez 1000 chaises qui sont occupées, vous avez des commerçantes dans les gradins tout autour qui soit vendent des jus, des œufs. Ça agrémente. Mieux, c'est quand on invite les artistes. Et pour le championnat Timotel, sur la terre, là, dans le sable, les artistes viennent, on se bouscule, et il n'y a pas que les hommes. Et je suis d'accord avec Mélina quand elle dit qu'elle tamponnait. Oui, je pense qu'on a eu l'air un peu macho pendant 45 secondes. Oui, il n'y a pas que les hommes. Hein. Maintenant, les stades sont remplis aussi de femmes. On vient regarder. C'est véritablement... Et certaines mairies aussi semblent également avoir compris le potentiel de ces tournois. À quoi servent les gains qui sont enregistrés? C'est d'abord, ce qui est intéressant, c'est pour les équipes, d'une part, ça permet soit de scolariser les enfants. Vous prenez le Mondialito, c'est des jeunes à peine 15 ans qui vont à l'école et qui, pendant les vacances, sont généralement issus des centres de formation. On arrive, n'est-ce pas, à pousser un peu, aider les parents pour leur scolarité. Pareil pour le championnat de Timotel et pour les clubs. Pardon, pour les organisateurs. Les organisateurs engrangent des bénéfices qui leur permettent aussi de faire face, dans certains cas, à des sollicitations de jeunes déscolarisés. Cette année, par exemple, l'un des tournois avait pour thème la lutte contre la drogue. Pour eux, c'est le moyen de récupérer des jeunes qui sont sous l'effet de la drogue et de les réinsérer avec une partie des bénéfices. La deuxième partie, généralement, est réinvestie, soit en matériel pour l'année qui suit. Donc, ce sont de véritables organisations, c'est beaucoup d'intelligence. Communautaire aussi, finalement. Bien sûr, bien sûr. Mais ce qui est le point essentiel, c'est le spectacle. Tant au niveau des artistes, mais Mélina, allez voir des enfants d'à peine 15 ans frapper dans le ballon, vous voyez un extérieur, un appel entre les espaces, les fondamentaux du football. C'est ce que les gens viennent voir. Et justement, est-ce que ça fait venir aussi des agents pour venir des recruteurs, la dernière fois, on était, la SEC a déplacé son staff. La SEC, c'est quand même pas rien. L'entraîneur vient voir, le responsable du centre de formation vient regarder. Ils sont à la recherche de pépites, surtout au niveau du Mondialito. Je crois qu'on a même des exemples dans notre équipe nationale en ce moment. Oui, je prends l'exemple de... Tu prends l'exemple. Je reprends. Hein. Oui. Je prends l'exemple de Franck Kessé, qui est un pur produit du Mondialito. Diagon Parfait, pareil. Aujourd'hui, ils sont au haut niveau. Mais ils ont été recrutés comme ces enfants-là qui viennent, comme ça, laisser libre cours à leur passion. C'est extraordinaire. On va parler du tchan-tchan. C'était le phénomène de ces vacances, le tournoi dont tout le monde parle. Un succès incroyable. Est-ce qu'il a réussi son pari, finalement, ce Jonathan Morrison? On ne payait pas cher sa peau quand il annonce le Cam Tchan-Tchan. Aujourd'hui, c'est plus qu'une réussite. C'est devenu un phénomène. Les gens y vont par curiosité. Moi, j'ai rencontré un monsieur qui a plus de 50 ans qui dit « Je suis juste venu voir, tout le monde en parle. Les gens viennent en famille, on vient entre amis. » Mais ce qu'il a surtout réussi, et je le redis, c'est d'avoir compris qu'il faut du spectacle. Vous imaginez, il y a des séances de tir au but, le petit poteau, où les vainqueurs vont jusqu'à remporter 100 000 francs, 160 000 francs. Et tout le merchandising qui est tout autour. Ce qui fait son succès, c'est le spectacle. C'est le spectacle. Il y a des pom-pom girls, une kiss cam qui engendre aussi des retombées sur Internet parce que c'est très revu ensuite. Bien sûr. Et le show des supporters, on les voit de toutes les couleurs maintenant. Et on le voit, cette folie du football ne se limite pas qu'à Abidjan, à l'intérieur du pays aussi. On organise des compétitions. Oui, on a fait un tour à Grand Laou. Et là-bas, si le même engouement, le même enthousiasme, des commentateurs très chauds. Et Pierre, les joueurs vont chercher loin.
les joueurs. On a dit, c'est de véritables stars. Il y a des noms, Diego Pourri, c'est dit, on s'inspire de Diego Maradona. Ouais. Et quand on demande, mais pourquoi Diego Pourri? Il dit, ça veut dire en langage ivoirien, je suis tellement fort que je suis un peu plus fort que Diego. Okay. Ouais, c'est un langage ivoirien. On pourrait penser au contraire, justement, que ce soit péjoratif. Mais non. Ou vous avez le gros Messi. Okay. Mais rassurez-vous, pendant le match, il peut arriver qu'un spectateur rentre sur le terrain, donner un peu d'argent aux joueurs parce qu'il a fait un exploit, une belle passe. Et c'est pas seulement à Abidjan, c'est partout. Comment voyez-vous ces compétitions évoluer dans les prochaines années? Ah, ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que des tournois comme le Mondialito est en train de préparer sa mue. Pendant 16 éditions, ce tournoi était exclusivement... Ça fait 16 ans que ça existe. 16 ans, oui. Ce tournoi était exclusivement organisé à Abidjan pendant les vacances. L'année prochaine, nous disait l'organisateur principal, Jack Alexakis, l'année prochaine, il prévoit organiser des éliminatoires sur toute l'étendue du territoire. Parce qu'il a compris, la demande devient forte. Les autres villes s'intéressent à ça, et comme ça joue au foot partout, il va le faire. Le Tchin-Tchin, pour parler de lui, c'est un potentiel économique intéressant qu'on peut exploiter. Déjà qu'ils ont délocalisé parce que le local était devenu trop petit. Il va sans dire que Borisson, avec qui on a échangé, il a du suivi dans les idées. Il a du suivi dans les idées, il paraît un peu foufou, mais quand vous parlez avec lui, il sait exactement où il va. On aura peut-être un peu plus d'attrait, de spectacle, mais la question qu'on se pose aussi, est-ce que ça ne va pas tuer ce qui est le fondamental, qui est le foot en fait, qui est le jeu de façon basique. Quand on va au Tchin-Tchin, ça a été un peu notre petite déception. Pour vous, il faut garder le voilà, on va au Tchin-Tchin, on ne regarde plus le jeu. C'est plus ça l'intérêt, c'est le spectacle qui tourne autour. Alors que le foot, c'est ce qui rend le foot assez beau, c'est le spectacle qu'on voit sur le terrain. C'est sur le terrain. Et ça a été notre... sauf le Mondialito, où on sent du volume, on sent que c'est le jeu qui intéresse parce que c'est les tout petits. Petite anecdote, on a rencontré un joueur de 14 ans qui, à la fin du match, a eu du mal à sortir du terrain. On a dû le mettre dans un magasin pour le protéger. Déjà à cet âge, grand comme petit, tout le monde voulait le toucher. Vous imaginez, on n'est même pas au niveau professionnel. Vous voyez ce que le foot peut produire comme émotion. Et ça, j'espère qu'on ne va pas aller à là. On va garder cet aspect ambiance qui a révolutionné les tournois de vacances. Mais il faut qu'on garde le plus important, c'est le bonheur que procure le ballon rond. Merci infiniment Patrick pour ce reportage. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau et de sentir aussi votre passion du terrain. Merci infiniment. Merci et on t'attend pour le prochain entraînement. Ah bah oui, je serai à l'heure. Et c'est déjà la fin de ce numéro de NCI Reportage. Merci d'être resté en notre compagnie. Et on se retrouve dimanche prochain, même heure, bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.